les coopératives dont les coopérateurs décident d'avoir un projet politique qui est d'être plus sobre en énergie, en ressources et plus respectueux de l'homme et de son environnement, peuvent être un modèle d'entreprise qui diffère fondamentalement de celui qui est promu comme l'exemple qui serait idéal, à savoir l'entreprise capitaliste qui est dans une recherche systématique du profit au bénéfice quasi unique de ses actionnaires. On a une vertu déjà, je crois, sans être parfait, d'incarner un déjà là d'expériences qui sont possibles, qui marchent, qui fonctionnent, qui produisent les biens et les services dans d'autres conditions que celles que propose le marché. On a besoin de ça, on a besoin d'une réorientation, d'une planification et d'une réorientation forte des moyens de l'État, des moyens collectifs, des moyens publics pour soutenir une transformation de l'économie. Bonjour Chahine Faïk. Bonjour. Merci d'accepter de répondre à notre interview. Tu es secrétaire général des Licornes, avec 2 O, qui est une association de 13 coopératives qui sont engagées pour la transition. Dans ces coopératives, il y a des secteurs très variés et assez concurrentiels. Il y a le secteur de l'énergie avec Enercop, le secteur du rail et des trains, des transports avec Railcoop, et l'alimentation avec Biocop, qui est assez connu aussi. Est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots qu'est-ce que c'est les licornes et ensuite, vite fait, qu'est-ce que c'est Enercop? Les licornes c'est donc une alliance qui a été créée en 2001 qui a pour objectif de fédérer des coopératives qui sont indépendantes les unes des autres, qui opèrent dans différents secteurs et qui ont pour ambition de transformer radicalement l'économie et donc de proposer d'autres façons de produire, de consommer sur l'ensemble du territoire français et en respectant plusieurs principes: la gouvernance démocratique, une gouvernance partagée avec plusieurs acteurs et évidemment un modèle économique tourné vers la transition. Il y a une grande importance qui est donnée à l'aspect écologique dans les licornes et dans les coopératives. La dimension écologique et la dimension sociale sont importantes effectivement pour les licornes. L'objectif n'étant pas de faire la même chose autrement, mais bien de faire autre chose, c'est-à-dire d'avoir un modèle économique, un modèle de production et de consommation qui soit respectueux et de l'homme et de l'environnement. D'accord. Et pourquoi ce besoin du coup de vous unir? Pourquoi est-ce que Enercop, par exemple, a décidé de rejoindre ce groupement de coopératives? Parce qu'il y a une conscience lucide que nos structures, nos coopératives sont des petits opérateurs qui font face à des opérateurs gigantesques qui ont une volonté d'occuper tout l'espace économique avec des règles du jeu qui nous semblent délétères pour nous, pour les citoyens, pour les consommateurs, pour les travailleurs. Et de fait, cette lucidité de constater la petite taille de nos plus ou moins jeunes structures amène à devoir s'allier, s'unir pour pouvoir proposer une offre cohérente aux consommateurs d'une part, porter un message plus fort auprès des décideurs et des citoyens, et tout simplement économiquement être capable justement, tu parlais des aspects concurrentiels, de la dimension concurrentielle, être capable de résister dans ces environnements qui peuvent être très, très rudes économiquement. Pour que les gens comprennent un petit peu plus ce que c'est les licornes et ce que c'est ces coopératives, est-ce que tu pourrais nous donner ton point de vue, peut-être le point de vue des licornes de manière plus générale, sur le PIB et la croissance? On avait eu le plaisir de recevoir Timothée Paric le 1er avril pour un échange avec lui sur justement les enjeux de la décroissance. Et on se retrouve confronté juste à un dilemme, c'est que on a besoin que nos structures qui proposent des alternatives moins consommatrices d'énergie, moins consommatrices de ressources naturelles et d'énergie humaine puissent se développer. Mais on a la conscience macro-structurelle qu'il faut que l'ensemble de l'économie, à minima, réfléchisse très sérieusement l'enjeu de la croissance, voire celle de la décroissance. Dans ce projet, on va dire, de contribuer à la décroissance, finalement, en tout cas à la sobriété, à la sobriété, etc.
En quoi les coopératives peuvent favoriser un monde plus écologique et plus juste socialement? Les coopératives, c'est un outil qui est fascinant, passionnant, qui a plus de 150 ans, pas loin de 200 ans, et qui recèle un potentiel de transformation de la société. Ce potentiel, il dépend de ce qu'en font les coopérateurs. C'est-à-dire que dans chaque coopérative, ce sont les coopérateurs qui décident des finalités de l'entreprise et des modalités de travail de l'entreprise. Le fait est que les coopératives dont les coopérateurs décident d'avoir un projet politique qui est d'être plus sobre en énergie, en ressources et plus respectueux de l'homme et de son environnement, peuvent être un modèle d'entreprise qui diffère fondamentalement de celui qui est promu comme l'exemple qui serait idéal, à savoir l'entreprise capitaliste qui est dans une recherche systématique du profit au bénéfice quasi unique de ses actionnaires, donc de la production de dividendes ou de valeur des actions. Donc les coopératives n'ont pas structurellement cet objectif de maximisation des profits des actionnaires. Elles ont l'objectif que se donnent les coopérateurs. Et dans le cas des licornes, ce sont des espaces démocratiques où on discute et on décide des choix économiques que l'on veut et des types d'actions qu'on veut. Lors des rencontres entre les différentes licornes, cette association que vous avez constituée à 13, est-ce que vous vous influencez les uns les autres sur la gouvernance individuelle? C'est-à-dire, est-ce que par exemple des points de vue, des avis, des expériences de Railcoop peuvent influencer ce qui va se passer à Enercoop, même si il n'y a pas de raison a priori qu'ils viennent majourner dans vos affaires? Chaque coopérative est indépendante. En fait. Chaque coopérative décide de s'allier au sein des licornes. Donc les licornes, ce n'est pas un lieu, disons, d'influence directe sur la gouvernance de chacune des autres coopératives. Évidemment, il y a des transferts, de la porosité par la discussion entre les différents dirigeants, administrateurs, administratrices des licornes entre eux. Il y a des formes d'influence, mais comme dans chaque groupe social. En fait, tu parlais de questions politiques, d'un projet même politique. Est-ce que ce projet politique, il est commun du coup à toutes les licornes, enfin aux licornes, aux 13, ou est-ce que il y a des différences notables et donc des expériences différentes, etc. Les coopératives qui rejoignent les licornes, elles rejoignent l'association en adhérant à son manifeste qui a été édicté en 2021 et qui pourra évoluer à l'avenir évidemment par le jeu démocratique des discussions au sein de l'association. Donc chaque coopérative, en principe, se reconnaît dans ce manifeste. Ensuite, chacune opérant sur son secteur, avec ses propres coopérateurs, chacune a sa souveraineté propre en interne. D'accord. Donc l'expression concrète de cette adhésion au manifeste se fait selon chaque coopérative. Alors j'en profite que tu parles du manifeste, etc. Est-ce que pour rejoindre les licornes, est-ce que c'est possible? Et est-ce qu'il y a des démarches à faire particulières si, imaginons, une coopérative est intéressée par le projet? Oui, comme on le disait, aujourd'hui les licornes ce sont 13 coopératives et ce sont 13 coopératives depuis peu puisque c'est le 7 septembre dernier que nous avons annoncé l'arrivée de 4 nouvelles coopératives. C'est la première fois que nous rejoignions de nouvelles coopératives après les 9 fondatrices qui avaient créé l'association. Donc c'est possible de rejoindre l'Alliance. C'est possible pour des coopératives qui déposeraient un dossier qui correspondrait à des coopératives à une gouvernance partagée. On cherche à avoir une diversité d'acteurs autour de la table. Ce ne sont pas que des sociétés coopératives d'intérêt collectif, mais c'est souvent le cas. Des coopératives qui opèrent sur un marché national. Donc aujourd'hui, il n'y a pas encore de place pour les coopératives locales, sauf si elles sont elles-mêmes adhérentes à une coopérative nationale, comme c'est le cas d'Enercoop ou de Cities. Et enfin, il y a tout un rapport d'échange et de reconnaissance entre les coopératives qui amène à une discussion qui valide la présence d'une coopérative. Il y a une forte opposition, je suppose, par rapport aux coopératives de manière générale, ça on le constate. Le système économique, tout à l'heure tu parlais des entreprises capitalistes qui ont pour objectif principal de rémunérer les actionnaires. Le système en lui-même est opposé finalement aux coopératives. Et concrètement, est-ce que vous avez, je ne veux pas dire des ennemis, mais des gens qui s'opposent au développement
de coopératives que vous avez identifiées et du coup qu'il va falloir à un moment donné ou à l'autre dépasser, quoi. Je ne pense pas que le système soit opposé, il est construit pour servir un autre objectif, à savoir le développement des entreprises capitalistes. Il n'est pas construit pour freiner le développement des coopératives, mais effectivement, le développement des coopératives nécessite une volonté politique. Volonté politique qu'on a retrouvée à différents moments dans l'histoire de France ou d'autres pays dans le monde, et qui demande effectivement un soutien concret, puisque il y a une véritable, quelque part, primo vice des structures qui sont les plus grosses, qui vont consommer, qui vont englober les autres sur un rapport de concurrence et de prédation, et puis de recherche de coûts, des coûts moins disants, des coûts les plus bas. Ce qui va être délétère effectivement pour des structures qui sont d'origine citoyenne ou d'origine issues des travailleurs, qui n'ont pas les mêmes ressources en financement et en capitaux. Donc les difficultés que rencontrent les coopératives en général et les nôtres parmi d'autres, c'est effectivement l'accès à des financements pour permettre le changement d'échelle, en fait. Puisque tant qu'on reste petit, on dérange effectivement personne. C'est ça que j'allais dire. C'est qu'en fait, aujourd'hui, il y a, on va dire, j'ai pas exactement les chiffres en tête, mais c'est de l'ordre de 0,7% de personnes qui travaillent dans des coopératives sur toute la France par rapport à tous les employés. C'est plus que ça. C'est peut-être un peu plus. Peut-être moi. C'est combien, donc, du coup, d'après ces chiffres? Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'on est autour alors, dans l'ESS, dans l'économie sociale et solidaire, il y a 10% des emplois privés. Donc ça comprend pas les emplois publics. Voilà. Et il y a, je crois, 5-6% qui sont donc des emplois dans les coopératives. Peut-être un peu plus. Okay. Donc en gros, il y a à peu près, on va dire 5% des gens qui travaillent dans le SS, y compris si on prend le public. Hein. Ça fait pas beaucoup. Ça fait un moment que c'est comme ça, c'est-à-dire que quand on va monter une entreprise, c'est rare qu'on nous parle d'une coopérative, on nous donne tel projet, structure possible et tout ça, mais on ne dit pas vous pouvez aussi faire une coopérative. Ça veut dire qu'il faut un changement de mentalité, y compris dans les structures qui aident à la création d'entreprises pour les petits entrepreneurs, etc. Est-ce qu'il y a, tu parles de changement d'échelle, quel est le moyen que vous allez essayer de mettre en place pour faire ce changement d'échelle, à part compter sur des subventions politiques? Mais aujourd'hui, on ne compte pas beaucoup sur des subventions politiques. On aimerait effectivement qu'il y ait des aides politiques, des aides financières de l'État. D'une part, comme le soulignait Anne-Laure Delatte, une chercheuse, il y a énormément d'argent, il y a une part conséquente du budget de l'État qui est dédiée à des aides aux entreprises, mais qui ne sont pas fléchées, ou alors qui sont fléchées sur des entreprises qui n'ont aucun engagement social et environnemental spécifique. Donc on aimerait effectivement que là où il y a des crédits d'impôt, ce soit fléché sur des entreprises plus démocratiques comme les coopératives et avec un projet économique qui soit tourné vers la transition. Ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect, pour permettre effectivement un changement d'échelle ou même un embarquement d'une création parfois de nouvelles coopératives, il faut évidemment qu'il y ait un changement culturel pour que la référence ne soit pas la start-up ou l'auto-entrepreneuriat, mais bien une forme coopérative, une forme démocratique d'entreprise. Donc ça demande effectivement un changement culturel long, une volonté politique assez forte. Et le troisième aspect, c'est que toute chose étant égale par ailleurs, là où nous sommes maintenant, nous décidons qu'on s'entraide effectivement pour se développer. Alors ça veut dire qu'on va communiquer les uns sur les autres, s'entraider pour se donner de la visibilité. Et comme on l'a fait en 2022, il y a eu une action pour essayer d'attirer des financements citoyens et institutionnels dans nos coopératives, donc une levée de fonds, non pas comme une levée de fonds en bourse, mais une levée de fonds auprès des citoyens qui prennent des parts sociales. Et on va continuer à travailler sur cet enjeu du financement des entreprises coopératives, parce que c'est le nerf de la guerre, évidemment, et qu'on a besoin de pouvoir financer
les coopératives. Tu parles du fait de faire un appel aux citoyens pour financer les coopératives. Est-ce que vous avez un objectif chiffré de la somme que vous voulez récupérer? Et qu'est-ce que ça vous permettra de faire, cette somme-là, de manière très concrète, si vous l'avez? Aujourd'hui, on identifie des besoins qui sont dans nos différentes coopératives qui sont supérieurs déjà à 200 millions d'euros. Donc très clairement, on doit aller chercher cet argent-là pour permettre à chacune des structures de pouvoir passer des paliers. Je prends par exemple les enjeux d'Enercop, de produire de l'énergie durable et renouvelable de façon plus significative. Ça va être aussi faire passer des caps à des structures comme toutes très récentes comme Télécoop, l'opérateur téléphonique coopératif. La coopérative Mobicop également qui a des besoins pour développer sa proposition de covoiturage. Donc voilà, donc il y a tous ces besoins-là et j'ai en tête effectivement les besoins d'une opération comme celle de Railcoop qui est très consommatrice de capitaux. Donc effectivement, il faut qu'on aille chercher des sommes assez conséquentes en argent. L'objectif, c'est effectivement de pouvoir solliciter les parts sociales citoyennes, mais aussi des contributions institutionnelles. L'argent effectivement de gros projets de développement, France 2030, de la Banque publique d'investissement ou la Banque des territoires, ça nous semblerait pertinent qu'elle soit orientée vers des projets comme les nôtres, pas uniquement, mais comme les nôtres. Donc du coup, on comprend que les citoyens qui participeraient au financement seraient des sociétaires, voilà, donc, comme dans le cadre d'une SCIC par exemple, où les utilisateurs sont des sociétaires. Mais est-ce que du coup, puisque vous sollicitez par exemple du financement de la BPI, du financement d'acteurs publics, etc., est-ce que ces acteurs publics seraient eux aussi sociétaires du coup des entreprises en question? Ils le sont déjà à différents égards. On a un certain nombre de collectivités qui sont partie prenante de nos sociétés coopératives d'intérêt collectif, les SIC, les SCIC. Prenons par exemple les Enercop locales, les cities régionales. Et Railcoop, mais aussi d'autres de nos coopératives, qui effectivement voient des institutionnels, des financeurs ou des collectivités participer à leur financement. Ces structures-là ont une place dans la gouvernance, mais ils ont une place à la mesure du collège dans lequel ils sont, et donc qui n'est pas une place proportionnelle à leur apport en financement, en capitaux, ce qui fait toute la différence avec une entreprise capitaliste où c'est l'argent qui donne le pouvoir. Dans les coopératives, c'est la personne, qu'elle soit morale ou physique. Donc là, on parle de personnes morales, des entreprises, des collectivités, etc. Elles auront une place qui va être équivalente en fonction, pour les SIC, du collège dans lesquels elles sont enregistrées comme sociétaires. On revient un petit peu à l'écologie. L'urgence écologique, c'est pas seulement une expression, il y a vraiment une urgence, il y a vraiment des délais qui sont très courts. Le GIEC qui parle, il y a 2 ans, il parlait de 2 ans, maintenant il parle de 2 ans supplémentaires. Bon, on sait pas trop où ça va. On est passé de 1,5 degré d'objectif à maintenant c'est quasiment à demi, que ça va être 2 degrés l'objectif, voire au-delà. La France a un plan à plus 4 degrés, qu'est-ce qu'on va faire à plus 4 degrés? Donc l'urgence, elle est là, quoi. L'urgence écologique, elle est très très prégnante et voire angoissante pour beaucoup de gens. Vous, l'urgence, c'est quelque chose qui vous concerne ou il y a un rythme qui est propre à celui des coopératives? Alors, on est sensible effectivement, et moi je suis sensible à titre personnel à cette notion d'urgence, mais aussi au-delà de l'urgence, d'incertitude forte sur les conditions qui vont être les conditions de vie qui vont être les nôtres dans quelques années, dans très peu d'années certainement. C'est une catastrophe annoncée qu'on commence à percevoir à différents égards dans notre chair, dans notre expérience de vie quotidienne. Au-delà de ça, les coopératives, le rythme des entreprises, leur objectif, c'est déjà elles sont déjà dans une démarche où leur activité doit être productrice de biens sociaux et environnementaux et pas destructrice. Elles sont pas parfaites, elles sont pas neutres en carbone, etc. Donc il y a des enjeux effectivement sur chacune de nos coopératives à évoluer encore là-dessus, mais elles sont déjà engagées dans un modèle d'affaires, un modèle économique qui repose sur le fait de proposer des actions
de la consommation qui soit plus sobre que ce qui existe dans le marché aujourd'hui. Donc ça, pour nous, c'est clair. La question de l'urgence écologique, à mon sens, là je parle à titre personnel, c'est une question macro-structurelle qui doit être prise en main d'abord par les politiques publiques pour nous donner un cadre collectif et que tout le monde puisse se mettre dans une même dynamique. Et quand je dis tout le monde, c'est qu'il n'y a pas ceux qui veulent bien faire des démarches sympathiques et ceux qui peuvent continuer à s'enrichir en consommant les ressources à leur guise. Donc voilà, donc l'urgence écologique, à mon avis, c'est un sujet collectif. La nécessité que les entreprises et nos coopératives contribuent à ça, parce qu'on a besoin de produire des biens et des services, en moins grande quantité certainement, très certainement, c'est une chose. Qu'on les produise et qu'on les consomme en consommant moins de ressources, en utilisant moins de ressources, ça c'est une nécessité. Et effectivement, les entreprises doivent s'aligner là-dessus. Mais je pense que ça demande, pour être sérieux, d'avoir un cadre politique national, voire supranational, qui nous y conduise rapidement. Et du coup, vous avez, tout à l'heure tu parlais de projet politique, là tu parles de cadre politique. Moi j'entends bien, peut-être que je me trompe, mais que quand on fait une coopérative, c'est aussi par idéologie, par principe, par nécessité de modifier les choses. Est-ce que vous avez une influence politique ou est-ce que vous cherchez à avoir une influence politique, ne serait-ce qu'en faisant parfois du plaidoyer, en essayant de faire pression là où vous pouvez par rapport à tel ou tel projet politique, etc. Quand je précise une chose, c'est que quand je parle de projet politique à l'échelle d'une entreprise, on peut parler aussi de projet d'entreprise. C'est le projet qui est discuté, voté, décidé au sein de la coopérative. Ça n'a rien à voir avec les partis politiques. Non, évidemment. Quand je parle effectivement des cadres politiques nationaux, on parle de la même chose. On parle du projet politique d'une entreprise. C'est bien de le rappeler, parce que ça peut amener de la confusion. Notre alliance a effectivement pour objectif de faire du plaidoyer dans le sens d'une économie qui soit respectueuse des hommes et de l'environnement, qui soit démocratique et de toute urgence, évidemment. Je ne dirais pas qu'aujourd'hui on a commencé à faire des actions de plaidoyer. C'est un enjeu qu'on a à développer dans les prochains mois, les prochaines années. Mais évidemment, on a vocation à parler au plus grand nombre, à parler aux citoyens dans l'ensemble. On s'y attaque dans notre communication en ligne, sur les réseaux sociaux. On essaye avec nos événements comme l'Onde de COP qui avait lieu le 7 septembre dernier, de toucher un grand nombre de personnes, des dirigeants politiques, économiques, encore une fois des travailleurs, des consommateurs, des citoyens. Et donc voilà, on a envie de porter un message qui effectivement soit repris par les partis politiques quelque part, qui soit repris dans la transformation de la loi et la transformation du cadre. Avec une volonté, c'était ça en fait un petit peu le cœur de ma question. Est-ce qu'il y a une volonté d'avoir de l'influence politique? Je ne parle pas en faisant un parti ou en étant candidat à quoi que ce soit, c'est simplement en faisant votre job d'entreprise différente du coup. Est-ce qu'il y a une volonté d'avoir une influence politique? C'est-à-dire de pousser un petit peu ce truc-là plutôt que de le laisser faire tout seul, quoi. Bien sûr, moi je ne crois pas en le laisser faire en fait. On a une vertu déjà, je crois, sans être parfait, d'incarner un déjà là d'expériences qui sont possibles, qui marchent, qui fonctionnent, qui produisent les biens et les services dans d'autres conditions que celles que propose le marché. Et ça, c'est une source d'argumentation politique importante. On ne parle pas d'utopie. Nos utopies, nos pratiques, ce sont des utopies concrètes, si on veut, dans le sens où elles sont incarnées et elles sont présentes sur les territoires. Donc ça, c'est une première influence. Ça fonctionne concrètement auprès des politiques de leur dire regardez ce qu'on a fait et donc on peut faire pareil à d'autres endroits, ou est-ce qu'eux ils ne sont pas trop formatés dans le capitalisme? Ça dépend des politiques, évidemment. Chacun a son logiciel et il est certain qu'on est dans une ère d'hégémonie culturelle du capitalisme et du néolibéralisme. Et que c'est à nous tous, mais pas que en tant qu'entreprise coopérative, en tant que citoyen également, de travailler à transformer ça. Mais est-ce que ça fonctionne? Je pense qu'aujourd'hui, on peut mettre plus d'énergie, nous aussi, mais pas que,
avec d'autres structures comme le collectif pour une transition citoyenne, qui est plus en avance que nous sur ces démarches de plaidoyer, et bien d'autres structures qui font ça très très bien. On peut mettre plus d'efforts et plus d'énergie pour essayer de convaincre effectivement les acteurs politiques. On le fait déjà avec les collectivités qui s'engagent dans nos coopératives, parce qu'elles ont un besoin en fait, parce qu'elles ont le besoin des services qu'on va apporter sur leur territoire. Et on va le faire avec d'autres acteurs effectivement pour convaincre que c'est possible, et que non seulement c'est possible, mais que c'est nécessaire de transformer radicalement l'économie avec cette chose qui me semble un peu lunaire, c'est qu'on est très fiers d'être des démocrates, de revendiquer la démocratie, mais une démocratie qui s'arrête aux portes de l'entreprise. Et ça, je pense que c'est un message qui est pas acceptable dans une ère quand même où malgré tout on promeut la démocratie. Il serait assez entendable, je pense, pour nos politiques d'entendre qu'on voudrait qu'elle touche également les entreprises. J'aimerais qu'on finisse sur une touche un peu positive. Oui. Quel est le monde de demain, de ton point de vue, du point de vue des licornes? Quel est le monde de demain et à quelle échéance éventuellement, ou pas d'ailleurs, mais quel est le monde de demain que vous espérez? Du point de vue des licornes, je dirais que le monde de demain, c'est un monde où on arrive à agréger davantage de forces, davantage de coopératives et de structures d'entreprises alliées qui vont défendre au fond de leur projet, au fond de leur modèle, une économie qui soit au service des hommes et de l'environnement, et dans le respect de l'environnement. Je pense qu'on peut raisonnablement non pas se dire que dans 10 ans, 20 ans, toutes les entreprises seront des coopératives engagées pour la transition, mais que assez rapidement, les pouvoirs publics s'engageront beaucoup plus sérieusement à soutenir des modèles économiques qui s'engagent sur les enjeux de transition. Donc on a besoin de ça, on a besoin d'une réorientation, d'une planification et d'une réorientation forte des moyens de l'État, des moyens collectifs, des moyens publics pour soutenir une transformation de l'économie. Ça me semble être l'aspiration, un peu sérieuse qu'on peut avoir à l'échéance de 10-15 ans et qu'on arrive effectivement à cesser de consommer juste pour vendre plus, quoi, et enrichir quelques-uns. Parfait. Bah, écoute, merci beaucoup Chahine Faïk d'avoir répondu aux questions. J'invite tout le monde à s'abonner à la chaîne, à mettre un pouce pour la diffuser, à mettre un commentaire. Merci beaucoup, excellente journée. Merci, au revoir.